Moi, je ferai deux remarques. D'abord, ça fait à peu près une décennie que la famille Le Pen se déchire. Donc c'est le classique. C'est une petite estocade de plus de Jean-Marie Le Pen à l'égard de sa fille, mais on sait très bien qu'il y a quand même eu des déchirements sur la place publique entre les Le Pen lorsqu'elle a pris la présidence et qu'elle a mis un peu son père de côté en lui expliquant que c'était une époque un peu révolue et qu'elle voulait faire la politique un peu différemment et mener le parti donc, vers d'autres auspices. Là, déjà, la famille Le Pen a eu des bisbilles. Ensuite, il y a la nièce de l'une et la petite fille de l'autre. Troisième acteur. Donc, et entre les trois, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et à mon avis, le feuilleton, il est loin d'être fini. Deuxièmement, est-ce que Zemmour est plus fidèle à l'extrême droite canal historique ou est-ce que c'est Marine Le Pen qui l'est ? Je pense que c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour reprend les thèses de Jean-Marie Le Pen versus 2021, potentiellement 2022, et il remet sur la table des choses qui apparaissaient, il faut le dire, donc un peu nauséabondes dans le discours de Jean-Marie Le Pen et ses postures. Marine Le Pen a donné l'impression, ces dernières années, de vouloir se républicaniser, de revenir, elle, plutôt dans le giron de la République, tout en se situant à la droite de la droite. Et là, je pense qu'il y a deux stratégies totalement différentes. Donc, il y en a une qui veut élargir son camp en parlant à tous les Français, et il y en a un qui veut recimenter le camp de l'extrême droite, donc de cette extrême droite très radicalisée, qui fait du révisionnisme sur l'histoire, qui est capable de se corrompre à tout, je veux dire. Et si l'information que Julien a livrée au départ, ça en sera effectivement une des preuves flagrantes, et ce ne sera à mon avis que le début. Ça ne m'étonne pas donc de ce fait-là, de ce contexte-là, que Jean-Marie Le Pen ait une préférence pour celui qui veut faire renaître l'extrême droite canal historique, plutôt que donner sa préférence à celle qui essaie de se républicaniser et à parler à tous les Français. Pour moi, la grande différence, elle est là. Et je ne suis pas du tout surpris du rapprochement, voire de la bienveillance de Jean-Marie Le Pen vis-à-vis d'Éric Zemmour. L'OPA de Éric Zemmour. Étayer ce que je disais tout à l'heure sur mon analyse entre les deux, je prendrai un exemple. On parle beaucoup d'islam concernant effectivement les thèmes un peu fonds de commerce de l'extrême droite. Zemmour, il dit l'islam n'est pas compatible avec la République. Catégorique. Ça veut dire les 6 millions de musulmans en France, vous n'avez pas votre place dans ce pays, soit vous êtes athée, vous changez de religion, mais je ne veux plus entendre parler d'islam. Donc c'est un discours de folie, en réalité. Marine Le Pen, elle dit, moi, ce ne sont pas les musulmans, mes adversaires, je l'ai entendu dire ça, peut-être que vous allez me contredire, ce sont les islamistes. Il faut combattre l'islamisme, mais je ne veux pas mettre tous les musulmans... elle fait une dichotomie. Donc elle fait une dichotomie. Si je dis une bêtise, vous me le dites. Ça, c'est quand même... Aujourd'hui, excusez-moi, donc en termes de lisibilité, un marqueur très fort. Il y en a un qui ne veut plus entendre parler de la religion de 6 millions potentiels de Français, et il y en a une qui dit non, attendez, on a un combat à mener contre l'islamisme, c'est ce combat que je veux mener, mais je ne veux pas confondre nos compatriotes de confession musulmane. L'ancien Front National de Jean-Marie Le Pen, il était plutôt sur la posture d'Éric Zemmour aujourd'hui. Donc, je pense qu'il doit être très mal à l'aise avec la posture de Marine Le Pen qui veut distinguer les islamistes des musulmans. C'est la différence essentielle aujourd'hui entre Éric Zemmour et le Rassemblement national, cette vision sur l'islam ? Il y a plusieurs choses dans le moment dans lequel on est. Je pense qu'on est dans un moment qui, dans les semaines à venir, il va y avoir des clarifications et des tournants stratégiques parce qu'il y a des interpellations. Je prends un exemple très simple. Quand vous regardez le sondage, vous voyez l'atomisation de la gauche, au point qu'elle est totalement disqualifiée, si on continue comme ça, pour cette présidentielle. C'était mon prochain chapitre. Donc la question qui va être posée, c'est est-ce que la gauche va être en capacité de surmonter cette situation et de trouver une solution, d'une manière ou d'une autre, pour être dans le débat politique. Parce que ça change aussi la qualité du débat politique. Quand vous n'avez plus de gauche, qu'elle est absente, qu'elle disparaît, qu'elle ne mène plus aucun combat, y compris ce combat qui est quand même à son honneur. Et la gauche, ce serait qui ? Ce serait Jadot ? Laissez-moi finir. Attendez, c'est qui ? Le combat contre l'antifascisme. Parce que, excusez-moi, mais dire comme il vient de le dire, moi, quelqu'un qui a été condamné par la justice française pour avoir dit que les camps de concentration étaient un détail de l'histoire, et quand on s'appelle Éric Zemmour et qu'on porte ce nom et qu'on dit j'accepte ce soutien-là, je m'excuse de vous le dire, mais ça me retourne les tripes. Ça me retourne les tripes. Et je pense qu'il y a des milliers de mes concitoyens qui vont avoir les tripes retournées aussi. Parce que les excès d'Éric Zemmour, c'était une chose. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Je ne suis même pas sûr que dans la rue, un certain nombre de gens lui tendront la main pour la lui serrer, s'il continue comme ça. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que j'appelle à l'agression, etc. C'est autre chose.
dans le débat politique. Et donc le combat contre ce qu'a représenté les heures les plus noires de l'histoire de France, parce que ça, c'est pas la France. La France, elle était à Londres, elle n'était pas à Vichy. La France qu'on aime, c'est celle qui défendait des valeurs, c'est ceux qui se faisaient fusiller par les nazis, pas ceux qui dénonçaient les juifs ou les communistes. Et là, il y a maintenant besoin aussi que ces choses-là soient rappelées. Alors je sais ce qu'il va nous dire. Ah ça y est, vous allez nous ressortir les vieilles lunes, les vieilles histoires, etc. et tout. Mais c'est lui qui les a ressortis. On l'aura dans 10 minutes. C'est lui qui les a ressortis. C'est lui qui a essayé qui a d'abord dit que Pétain avait protégé les juifs. Et c'est lui maintenant qui réhabilite cette phase de l'histoire dans son combat contre l'islam. C'est ça qui est terrible. Alors après, sur la question qui est posée, parce que je ne veux pas l'évoquer, il faut effectivement, dans le combat contre Zemmour, il ne faudra pas simplement convoquer l'antifascisme traditionnel. Il va falloir répondre aux questions qui sont posées. Et ça, c'est une des erreurs de la classe politique. C'est qu'elle a sous-estimé les questions de violence, les questions de maîtrise des flux migratoires, les questions des ghettos, auxquelles il n'apporte, je vous fais remarquer, aucune solution. J'ai suivi tous les débats, je reprends tout maintenant, dans le moindre détail. Je n'ai pas une seule solution d'Éric Zemmour. Il va vous dire qu'il n'est pas candidat. Mais justement, pour être candidat, il faut commencer à amorcer les solutions. Il serait peut-être le moment de... Si vous posez des problèmes... C'est-à-dire qu'il faut sortir du constat. Mais si vous posez des problèmes, ce qu'on attend d'un homme politique, c'est pas qu'il fasse du constat. C'est à la limite, tout le monde peut le faire. C'est que vous apportez des solutions. Et qui est radical. Mais je ne mets pas dans le même sac tous les Français musulmans, dont beaucoup de harkis notamment, qui ont versé leur sang pour la France, et que moi je soutiens personnellement, pour des tas de raisons. Et il y a beaucoup de Français musulmans qui vivent extrêmement bien en France, qui sont parfaitement assimilés et qui respectent nos lois. Moi, ce qui me dérange, c'est ceux qui placent la charia ou les lois de la charia avant ceux de la République. Cela me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est les islamistes radicaux qui, aujourd'hui, veulent, en effet, qui revendiquent, aujourd'hui, un certain nombre de choses et qui perturbent les valeurs de la République française. Ça me pose un vrai problème. Et c'est là que Marine Le Pen, bien sûr, et son combat est très clair. La charia ou les lois de la charia avant ceux de la République. Cela me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est les islamistes radicaux qui, aujourd'hui, veulent, en effet, qui revendiquent, aujourd'hui, un certain nombre de choses et qui perturbent les valeurs de la République française. بصراحة وبلا خداع للنفس أن نعترف أننا نحن المسلمين قنابل موقوتة لا نعرف عندما نقول نحن المسلمين ليس كل مسلم لكن القطاع المتدين قنابل موقوتة وممكن واحد يبقى عاهر وفجأة يتدين وأول ما فجأة يتدين أول شيء يعمله قنبلة. Mais je ne mets pas dans le même sac tous les Français musulmans, dont beaucoup de harkis notamment, qui ont versé leur sang pour la France, et que moi je soutiens personnellement, pour des tas de raisons. Et il y a beaucoup de Français musulmans qui vivent extrêmement bien en France, qui sont parfaitement assimilés et qui respectent nos lois. Moi, ce qui me dérange, c'est ceux qui placent la charia ou les lois de la charia avant ceux de la République. Cela me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est les islamistes radicaux qui, aujourd'hui, veulent, en effet, qui revendiquent, aujourd'hui, un certain nombre de choses et qui perturbent les valeurs de la République française. Ça me pose un vrai problème. Et c'est là que Marine Le Pen, bien sûr, et son combat est très clair là-dessus. Nous condamnons l'islamisme politique. Nous condamnons l'islamisme radical, celui qui a tué 260 morts, qui a 260 Français ces dernières années, celui qui, en permanence, donc en effet, bafoue nos valeurs et qui crée chez nous le désordre. En revanche, moi, je n'ai rien contre le Français musulman qui vit sa religion normalement, et il y en a beaucoup qui sont silencieux. L'islam en France. oui, je suis d'accord. De le dire, d'assumer qu'il y a effectivement des Français de confession musulmane qui, en grande, très grande majorité, ne posent pas de problème. Comme on n'a pas été capable de le dire, aujourd'hui, beaucoup de Français qui ne connaissent pas l'islam sont tombés dans l'islamophobie. Et ce sujet-là, il n'y a que Zemmour qui l'aborde. Et c'est ça qui est terrible. Si tous les responsables politiques, au plus haut niveau de l'État, tenaient tous le même discours depuis des années pour dire « faisons la distinction, ce n'est pas la même chose », on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais à force d'avoir laissé le terrain à certains, eux, ils l'occupent. Et comme on ne le tient pas, ce discours, alors, mais pour des raisons, parce que je pense que sur ce sujet-là, la République est faible. Victime de l'islamisme. Les musulmans. Merci. Et qui sont les premières victimes, je dirais, de ce dévoiement de l'islam en islamisme dans cette forme d'incompatibilité avec la République, en France, sur notre territoire. Qui porte le regard de la défiance ensuite? Qui, à un moment donné, est toujours suspect? C'est le Français, de confession musulmane, et celui auquel on octroie une adhésion supposée ou irréelle à la religion musulmane par son patronyme, par son faciès.
et aussi parfois par son lieu d'habitation. Or, je suis désolé de vous le dire, les discours que j'entends là sont plutôt rassurants, mais c'est vrai qu'ils sont tardifs. C'est vrai qu'on les entend peu. Ces discours-là, ils proposent quoi? De refaire France ensemble, pour nous porter contre ce qui est inacceptable concernant les attaques qui sont faites à nos principes et à nos valeurs. Or, si on n'amène pas l'immense majorité de la communauté musulmane qui adhère à la République, qui respecte la laïcité, dans ce combat-là, on va passer à côté de l'essentiel. Et aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui ont pris place dans le débat politico-médiatique. Il y a l'exaltation des communautés, ceux qui voudraient effectivement qu'on se définisse par la communauté d'origine. Ce sont les déterminismes ethniques ou religieux. J'appartiens à la communauté juive, j'appartiens à la communauté musulmane, j'appartiens à la communauté chrétienne, j'appartiens à celle des athées, je suis communauté maghrébine, je suis communauté africaine. Et puis il y a ceux qui réfutent l'idée qu'on puisse cohabiter, vivre ensemble pour partager des valeurs communes et qui veulent l'affrontement des communautés. Et ça, c'est des discours d'opposition et d'essentialisation. Entre les deux, il doit y avoir les républicains de toute sensibilité, de gauche, de droite, du centre, qui doivent tenir un discours non négociable, intangible. C'est quoi la République? Moi, quand j'entends parler d'assimilation, je me dis, mais de quoi on parle? C'est l'adhésion à la République, être citoyen français. C'est l'adhésion au principe de laïcité, être citoyen français. Si je partage ces valeurs, si je dis qu'elles sont non négociables, si je me les approprie, je suis français. Parce que je suis fidèle à l'histoire de mon pays, à cette France des Lumières. Donc c'est pas porter un prénom particulier, c'est pas pratiquer une religion spécifique, c'est pas manger des plats et pas d'autres. C'est pas ça être français. Ça se définit par liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et ça, c'est pas négociable. Et ça, c'est pas un régime de faiblesse. Et je pense que les Républicains doivent se faire entendre dans ces campagnes présidentielles. Et même s'ils sont de camps différents, dire aussi ce qui les réunit. Parce que c'est pas la guerre, la politique. C'est l'alternative à la guerre civile, justement. Et cette guerre civile, certains veulent nous y mener. Et ils commencent à en parler comme un risque potentiel. Mais moi, j'ai confiance en mon pays. J'ai confiance en mes compatriotes. Personne ne veut la guerre civile dans notre pays. Donc ce qu'on veut, c'est régler des problèmes de la vie quotidienne, dont on ne doit pas détourner le regard, qu'on doit regarder en face. L'insécurité, la capacité de faire respecter nos règles, la gestion des flux migratoires, ça, ce sont des sujets. Mais attention, ces sujets ne doivent pas occulter d'autres sujets. Pouvoir d'achat, protection sociale, les questions d'environnement. Gérer un pays, c'est un tout. C'est pas parler que des sujets qui nous arrangent. Notamment, on a entendu notamment Xavier Bertrand, on va en parler. Moi, je me souviens, vous savez, de l'attentat islamiste qui a eu lieu à Sousse, en Tunisie. La première décision que le gouvernement tunisien a prise, il a fermé toutes les mosquées salafistes. Incroyable, hein? Il y avait 80 mosquées, toutes fermées. Immédiatement, ça a duré 15 jours. Nous, en France, quand on a un attentat, quand on a un drame, vous savez ce qui se passe, c'est en permanence, c'est donc les bougies allumées, on se retrouve tous, on s'embrasse tous et on dit nous sommes solidaires et on va combattre. Mais on combat rien du tout. Et c'est là le problème que l'on a. On a péché par clientélisme. Et tous ces gouvernements, depuis 40 ans, ont clairement se sont noyés dans le clientélisme. Mais l'idée, c'est pas de fermer toutes les mosquées. L'idée, c'est de combattre ceux qui prêchent des choses intolérables. Mais vous savez, on a 540 mosquées radicales, mais il y en a 130 qui sont salafistes. Celles-ci, il faut les former. Les subventions pour Miligorus notamment, qui sont clairement des associations turques, nationalistes turques, qui sont des adversaires de la France. Eh bien, il faut arrêter de subventionner. Les fichiers S radicaux islamistes, eh bien, il faut les mettre en prison, pour les neutraliser ou les expulser quand ils sont étrangers. La responsabilité, c'est que pour moi, vivre dans ces quartiers, ces militants de l'islam radical, ils sont présents 24 heures sur 24 et c'est des vrais militants actifs. Eux, ils sont dans la rue, eux, ils vont voir les gens. Nous, on n'a plus de militants. Nous, on n'y est plus. On leur a laissé la place. Le combat, il est aussi politique. On a même fait plus, parfois. Non, mais le combat, on a même fait plus, on a même favorisé... voilà, un certain nombre de villes, oui, parce qu'il y a eu comme moi, on n'a pas du clientélisme, effectivement. Mais encore récemment, et de droite comme de gauche. Voilà, hein. Bon. voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'on a nos militants politiques, ils n'y sont plus sur le territoire, sur le terrain. On appelle à l'État, mais eux, ils ont des acteurs, des militants politiques 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et quand il y a un problème dans une famille, ils y vont. Et quand il y a un problème chez les jeunes, ils y sont. Quand il y a un problème de règlement de compte entre jeunes, ils y vont. Avec une remarque. Et comme nous, on est absents, on laisse la place. Avec une remarque que ceux qui combattaient dans ces quartiers-là,
les associations, les militantes et les militants que nous avons connus, on les a désespérés. Mais complètement, oui, On les a désespérés parce qu'on les a laissés tous seuls. Mais les partis, les gens abandonnés. Oui, les partis, mais les gouvernements aussi. Les militants associatifs, oui, mais les partis politiques, on a Tu as eu des responsabilités Bien sûr, mais importantes on a à tous leur lu, collectivement, et tu sais quel est le problème qui était posé. C'est qu'on s'occupait des bâtiments et on s'occupait pas des populations. Et que ceux qui étaient en première ligne, qui faisaient les restos de quartier, qui faisaient les laveries collectives, qui faisaient l'alphabétisation, parce que ça passait par là, c'est-à-dire qu'ils prenaient les mamans, qui les regroupaient, voilà, tous ces gens-là, on les a désespérés parce qu'on les a traités. On pensait que c'était des casse-pieds qui gênaient. Et on a préféré, effectivement, après, sous-traiter à ceux qui disaient « vous allez avoir la paix, laissez-nous faire ». Voilà. Alors après, moi, je pense, dans la responsabilité, quel est le problème? Parce que j'ai essayé aussi, comme tout le monde, de me remettre en question, en me disant là où on a fait une erreur. Il n'y a pas comme ça. Je pense qu'on a, pendant tout un temps, pensé légitimement, notamment dans les années 80, que le processus d'intégration était un processus qui allait fonctionner naturellement comme il allait fonctionner avec les autres communautés dans l'histoire. Et on tablait d'ailleurs sur le fait que les filles allaient être souvent l'instrument de cela parce qu'elles avaient intérêt à cette émancipation. On a sous-estimé ce qui était en train de se structurer à bas bruit dans la société française autour de l'islamisme radical. Et après, il y a eu la lâcheté de ne pas vouloir avoir de problèmes dans un certain nombre de quartiers, de ménager un certain nombre de gouvernements, parce que c'est ça aussi, avec lequel, finalement, on a toléré un certain nombre de choses. Mais sur les Français de confession musulmane, moi, il faut combattre l'islamisme, le radicalisme, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faut quand même dire que l'immense majorité trouve sa place dans la société française et réussit, entre guillemets, parce que trouver sa place, c'est réussir. Et il n'y a pas que les aspects matériels dans la réussite. Et c'est souvent les éléments les plus dynamiques dans les sociétés. Sont en responsabilité, commerciales et sont en responsabilité, sont chefs d'entreprise, sont dans l'administration française, sont les invisibles qui ne demandent qu'une chose, être banalisés. Et ne pas être pointé du doigt dans la société française. Ceux-là, aujourd'hui, moi je les rencontre, je parle avec eux, ils sont en souffrance, parce qu'ils se disent, il y a une génération qui s'est engagée en politique. Depuis les années 80, ça a été l'associatif et tout qui s'est engagé en politique. Et qui a eu le sentiment d'avoir été un peu instrumentalisé aussi, utilisé. Donc on a quand même peu vu une génération de Français d'origine maghrébine aux responsabilités. Il n'y en a pas pléthore non plus. Il y en a eu quelques-uns. Donc il a fallu qu'ils se battent et qu'ils militent pendant des décennies pour y parvenir. Donc cette forme d'ascension politique, qui est symbolique quand même. Le politique représente quand même... qui incarne mieux la République que le politique? C'est ceux qui sont en responsabilité, élus par nos compatriotes. Donc on n'a pas joué cette carte-là de l'ascension dans la société française. On a plutôt utilisé, effectivement, l'instrumentalisation des voix pour, dans les quartiers, obtenir de satisfaction. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise qu'il n'y a pas de communauté musulmane ou maghrébine, française, structurée. Ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, c'est un fantasme. Il peut y avoir des solidarités communautaires, ici ou là, comme il y en a dans toutes les communautés. La communauté juive en a, et ça, je vois pas comment ça peut mettre en danger la République. Moi, je fais une distinction entre des solidarités communautaires et avec le communautarisme. Mais le communautarisme en tant que tel, s'il existait, s'il était aussi profond, s'il était aussi massif, permettez-moi de vous dire, ça saurait. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Marseille, où on a quasiment 300 000 musulmans, quand même. Je veux dire, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune volonté de peser avec une dimension religieuse ou une dimension ethnique. Mais pas du tout. Tout le monde essaie de trouver sa place dans la société française. Donc, sans faire de bruit. Mais je n'ai pas vu une manifestation de ces gens-là en communauté et dire on revendique des droits spécifiques, on revendique ci, on revendique ça. Ça n'existe pas. Donc il ne faut pas non plus verser dans ce fantasme-là. C'est trop facile. D'abord, ça n'existe pas dans certains territoires. Dans d'autres territoires, ça s'organise. Et ça arrive. Mais c'est ultra minoritaire, c'est des groupes qui sont ultra minoritaires. C'est pas ultra minoritaire, ça prend tournure, ça prend structure. Mais j'allais dire, la communauté musulmane dans ces quartiers ne fait que reproduire ce qu'ont fait la communauté juive et d'autres communautés. Ils disent pourquoi pas on le ferait pas nous, ils l'ont fait, ils vont y arriver. Ils ont des écoles, on va avoir des écoles, ils ont des associations, on va avoir une revendication. Et donc quelque part ils disent nous on va reproduire le même schéma. Le seul, par rapport à ce que tu disais, oui. Mais à l'inverse, c'est que dans ces communautés dont ils revendiquent l'histoire, il n'y avait pas l'islamisme politique. On est d'accord. Ils voulaient instrumentaliser tout ça. Mais ceux qui organisent ça, c'est l'islamisme politique qui l'organise. C'est eux qui l'organisent. Et c'est là où est le danger. Je formule le vœu que dans cette campagne des présidentielles qui s'amorce et qui va durer 7 mois, on ait un débat public de qualité et de bon niveau. Je pense que c'est absolument indispensable. Quand on aime la France, aimer la France, c'est ça.
C'est vouloir que notre pays porte un vrai débat démocratique, de qualité, argumenté, étayé, en sortant des poncifs un peu faciles, des raccourcis, des amalgames, de l'essentialisation. Quand je vois des débats parfois qui s'enferment sur « mais vous êtes un islamiste et que celui qui est traité d'islamiste dit « mais vous êtes qu'un facho ». C'est ce que vous avez vécu cette semaine sur le plateau de Balance. Cette semaine, mais on le vit malheureusement toutes les semaines sur des plateaux télé et de toutes les télés de tous les médias, où les uns se traitent les autres d'islamo-gauchistes ou d'islamistes, et les autres traitent les autres de fachos et d'islamophobes. Très franchement, élevons un peu le débat. Écoutons les arguments de celui qui est en face, même si on ne les partage pas. Et portons de vraies convictions pour notre pays et l'avenir de notre pays. Moi, j'ai aucun sujet tabou. Aucun sujet tabou.